Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce dernier épisode de la saison. Bonsoir Solfra, bonsoir Arès, et bonsoir Sandrine, bienvenue dans la capsule. Bonsoir Nicolas, vous êtes nombreuses et nombreux ce soir, ça me fait plaisir, c'est cool. Écoutez, salut Terra, bienvenue tout le monde, comment allez-vous? Comment s'est passée votre journée? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes en forme pour cette dernière émission exceptionnelle? Exceptionnelle, je vais vous mettre un... Ah non, je vais pas mettre de musique. J'allais dire, je vais mettre un peu de musique. Mais en fait, je vais pas mettre de musique parce que j'ai commencé à enregistrer la vidéo YouTube. Donc, je vais juste pas mettre de musique. Paf, voilà. Bonsoir Jex, salut Martin. Bienvenue tout le monde. Écoutez, c'est super de vous retrouver ce soir pour un épisode exceptionnel. Le Geek lance un raid avec un groupe de 5 personnes. Merci beaucoup le Geek. Tu joues à Trackmania, c'est ça? Oui, c'est exactement. Sur cette chaîne, on fait du Trackmania. Non, on fait beaucoup de choses sur cette chaîne, mais le nouveau Trackmania m'intéresse beaucoup. Bien sûr, j'essaierai d'y jouer peut-être cet été. Salut Kotak, salut tout le monde. Mesdames et messieurs, ce soir... C'est la dernière. C'est la dernière avant la prochaine, on va dire. C'est un peu ça qui va se passer. Salut le geek et merci pour le raid. Merci beaucoup. La dernière donc la 10e. C'est cool, hein, une saison, 10 épisodes. C'était pas prévu. Mais ça s'est bien goupillé, disons. Et du coup, ça reprendra... bon, je ne sais pas exactement quand. Mais sûrement en septembre ou octobre. Roll c'est pas sorcier est à 15 000 points. Il y a eu l'inflation, exsanguination. Il y a eu une inflation. J'étais sur KSP 1.10 pour voir les nouveautés avec les A. C'est vrai qu'ils ont ajouté un patch gratuit d'ailleurs, avec Rosetta, avec la Fusarian 5. Il y a Bepi Colombo aussi, je crois. Très sympa, très sympa. Faudra peut-être que je découvre ça aussi un jour. Oui, pour vous dire que du coup, on va se retrouver plus tard, dans l'été. Après l'été du coup pour l'émission, j'ai envie qu'elle continue. Et parce que j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouvera à la fin de cette émission pour débriefer un peu, discuter des trucs. Il y a beaucoup de choses à améliorer encore dans cette émission, mais on est parti sur de bonnes bases à mon avis. Et je serais très curieux d'avoir votre avis. À la fin de cette émission, on pourra discuter un peu ensemble. J'aimerais beaucoup avoir vos retours, avoir vos idées. Comment est-ce que je pourrais faire mieux? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a pas plu? Quelles sont les pistes d'amélioration de l'émission? Parce que c'est avant tout votre émission, vous le savez. Le but ici, aujourd'hui, en fait... c'est vraiment d'amener des gens qui travaillent dans le spatial sur votre canapé, chez vous, quoi. Donc, prenez l'occasion. Merci beaucoup Arès pour les... merci beaucoup pour les 100 bits. Prenez l'occasion, du coup, pour poser vos questions, même sur les sujets qui ne sont pas forcément liés, même si ça interrompt une discussion, même si ce n'est pas forcément dans le thème, dans le truc, posez vos questions. D'ailleurs, il y a des nouvelles commandes sur ce stream. Il y a la commande question. Comme ça, les nouveaux arrivants, hop, ils peuvent faire ça et puis ensuite on gère le truc, quoi. On gère le truc s'ils ont des questions. Non, en fait, ouais, j'ai vraiment en quête d'améliorer le truc, de toujours essayer de faire mieux. C'est améliorable, c'est sûr. Je suis déjà super content de l'émission. Mais je suis sûr et certain qu'on peut toujours faire mieux, trouver des nouveaux concepts, essayer d'améliorer le truc. Voilà. Donc c'est l'idée. Tu comptes acheter un fond vert? Non, parce que j'y réfléchis, mais par exemple, tu vois, les invités, c'est sûr et certain qu'ils n'auront jamais de fond vert. Donc avoir un streamer fond vert et un invité non fond vert, pour moi, ça serait un peu bizarre. Ou alors, il faudrait trouver un overlay de stream adapté. Mais non, je pense pas. J'aime bien. En fait, même sans fond vert, c'est bien. Au moins, je peux réfléchir à un nouveau décor quand j'aurai mon nouveau chez moi. Donc, non, sans fond vert. Même si, avec fond vert, punaise, qu'est-ce que je m'éclaterais sur Kerbal et tout. Je mettrais des salles de contrôle. Je ferais comme si j'étais en Guyane, au centre spatial guyanais et tout. Ce serait trop bien. Ce serait trop bien. Bien évidemment qu'on peut s'éclater avec du fond vert.
Euh, Tu mets ta tête sur son image, comme ça on croit que vous êtes ensemble. Oh, il y a des trucs à faire, des trucs à faire. Évidemment. Bon, mesdames et messieurs, du coup, on va commencer cette 10e et dernière émission. Je pensais pas que ça allait être d'aussi haute qualité, franchement, cette 10 émissions. Suis-je en retard? Thibaut, non, ça n'a pas commencé, tu n'es pas en retard. Justement, je parle toujours pendant 5 à 10 minutes au début pour laisser pour laisser aux gens le temps d'arriver, évidemment. Écoutez, je pense on va commencer. Est-ce que vous êtes chaud pour commencer l'émission? Je pense qu'on est prêt là, hein. Pour commencer, en plus on a pas mal de choses à dire ce soir. On a pas mal de choses à raconter. Donc ce soir, émission exceptionnelle avec Alexandre qui nous rejoint, qui est postdoc à l'ESA. Et on va parler d'ISRU. Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé sur Twitter. On va parler d'utilisation des ressources lunaires, etc. ISRU, In Situ Resources Utilization, donc utilisation des ressources lunaires. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question: pourquoi est-ce qu'on retourne sur la Lune et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à y faire? Et comment est-ce qu'on va extraire des ressources lunaires? Et quelles ressources lunaires on va extraire aussi? Ça permet de mettre l'écran en fond, tu peux le mettre juste, le mettre sur le stream, et pas le mettre après sur les capsules. Exact, Exanguination. Mais ça coûte cher, ça. Hein. Salut Gerbli, bienvenue. Bien écoutez, je pense qu'on va commencer tout de suite. Alexandre, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? Bonjour Corentin, tu m'entends? Oui, je t'entends, tu es affiché à la caméra. Bienvenue, bonsoir Alexandre. Salut Corentin. Et bienvenue, bien écoute Alexandre, bienvenue dans la capsule, hein, bienvenue. C'est un plaisir d'être dans la capsule, enfin. J'espère que les gens dans le chat sont chauds. Est-ce que tu vois le chat déjà? Oui, je vois le chat, ouais, c'est bon. Ouais, voilà, donc accueillez-le. Ah, oh là là, oula, prononciation, les mots. Accueillez-le comme il se doit, s'il vous plaît. Envoyez des messages dans le chat, il pourra vous lire. Alexandre, tu n'hésiteras pas, hein, tout au long de la soirée à lire les questions du chat, même y répondre, il n'y a pas de souci. Welcome, tu vois tous les messages arriver, bonsoir. C'est cool. Eh bien Alexandre, bienvenue. Comment te sens-tu ce soir? Comment ça va? Bah écoute, ça va. J'ai bien envie de partager un peu ce que je fais, donc ça va être cool, je pense. Ok, bah, très très bien. Moi j'ai hâte de discuter aussi avec toi. Je pense que le chat aussi va avoir pas mal de questions. Il y a c'est des sujets, tu sais, qui sont un peu dans l'actualité. On en entend beaucoup parler dans les articles, etc. Donc je pense que les gens ont au moins quelques notions de ce que tu vas présenter. Donc ça pourrait être intéressant de creuser ce soir, au sens propre comme au figuré. Écoute, je te propose qu'on commence tout de suite. Je vais afficher tes slides ou ton écran si c'est possible. Ouais. Hop. Non, je partage encore, donc ça va être bon. Ouais. Je te propose qu'on commence par la première slide, du coup, sur ton parcours, pour en savoir un peu plus de qui tu es, d'où viens-tu, et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici à l'ESA. Alors, donc moi je viens de Tours, dans l'Indre-et-Loire, où j'y ai fait toutes mes études jusqu'à la classe prépa en fait. Donc lycée, et puis après classe prépa au lycée Jacques de Vaucanson en PCSI, PSI. Et ensuite concours, et je suis allé à Nancy, à l'EIGM, une école qui est spécialisée dans les matériaux, donc pas du tout dans le spatial encore. D'accord, comment ça t'est venu cette vocation des matériaux? C'était pas mon premier choix d'école. Okay. C'était juste, ça faisait partie des. Je trouvais l'école intéressante, elle avait vraiment une dimension européenne. Donc il y avait quand même des bons points. Les matériaux, j'étais curieux, c'était pas ma vocation particulière. Mais c'est entre faire une 5,5, prendre cette école, en prendre une autre, c'était ce qui m'a semblé le meilleur choix. Et je regrette pas. Bah, c'est intéressant. C'est intéressant de voir que même si c'est pas les meilleurs choix, tu peux arriver à faire des parcours de dingue, quoi. C'est top. Bah voilà, non, pour l'instant, cette école, elle a quand même beaucoup de bons points dans le sens où tu es obligé de partir à l'étranger. Donc sur les 3 ans d'école, tu es obligé de partir au moins 1 an et demi à l'étranger, ce qui est pas
pas commun pour toutes les écoles d'ingé, je crois. Et du coup, bah, en fait, avec cette école, j'ai pu partir à Moscou pendant 1 an et demi, Ok. euh, où j'ai travaillé du coup au MISIS, donc c'est une école, enfin une université qui est spécialisée dans les métaux et les aciers et aussi les revêtements. Donc encore une fois, pas du tout dans le spatial. Ah ouais. Euh, et bah, c'était une super expérience. J'ai beaucoup apprécié mon 1 an et demi à Moscou. T'as Euh, appris le russe là-bas du coup? j'ai appris le russe là-bas. Du coup, j'avais les cours en anglais. C'était la première fois qu'ils faisaient un- une classe en anglais en fait. Mais quand même sur place, c'est quand même bien d'apprendre le russe, juste parce que bah, c'est, voilà, ça aide au quotidien quand même. Mhm. Donc, j'ai appris le russe là-bas. J'ai essayé de l'entretenir un peu, mais je partais plus beaucoup. Mais, non, c'était du coup, mais voilà, à cette époque, j'étais pas du tout dans le spatial. Euh, je suis même pas allé à Star City, c'est pour dire, voilà, c'était pas. Ah ouais. Le spatial, je trouvais ça cool, mais j'étais pas au courant de toutes les opportunités, etc. Donc, c'était, voilà. Donc là, j'arrive en fin d'année de master, fin d'école d'ingé, quoi. Et là, il faut trouver un stage de fin d'études, quoi, comme tout le Mhm. monde. Et il se trouve que à l'EAC à Cologne, il y avait Mathias Maurer, donc Mathias Maurer, l'astronaute allemand, qui était pas encore astronaute à l'époque, qui en fait a fait le IGM, la première promo il y a 20 ans, quoi, enfin en 91. Ah, il a fait une Euh, école à Nancy, Mathias Maurer. Alors, on rappelle, voilà. juste pour le contexte, EAC, c'est le Centre européen des astronautes, le centre d'entraînement des astronautes européens. Ouais, Et Mathias Maurer est le dernier de la classe d'astronautes européens, et c'est un Allemand. Il n'a pas encore c'est volé. ça. Il n'a pas encore volé. Il devrait voler peut-être voilà, après Thomas Pesquet, la deuxième mission, mais il y a rien de sûr. Et du coup, Le... Donc à l'époque, il cherchait à essayer de diversifier un peu les activités de l'EAC et pourquoi pas de faire une, euh, une section un peu spécialisée dans différents domaines liés enfin, qui pourrait assister les astronautes. Et c'est ce qui est devenu après le Spaceship EAC. Mhm. Donc je sais pas si c'est vraiment connu. Moi, ouais, c'est Euh, quelque chose qui me parle, moi. C'est ok. vraiment, j'en ai l'idée d'un petit groupe de stagiaires ou de YGT qui viennent travailler sur des sujets de recherche futuristes, type matériaux, poudre simulant lunaire, etc. Voilà. Donc ça a commencé comme ça en fait. Donc quand j'y suis allé, ça s'appelait pas Spaceship EAC encore, mais du coup j'étais un peu le premier stagiaire en matériaux à venir à l'EAC. Et tu as raison, en fait, ils veulent. Du coup, c'était pour des problématiques un peu futuristes type ISRU, mais pas que, dans le sens où ils sont aussi sur tout ce qui est virtual reality ou Hmm. aussi ils designent des outils, des imprimantes 3D pour assister les astronautes. Il y a différentes sections, un peu de robotique aussi, et Mhm. c'est que des stagiaires en fin d'année de master de toute l'Europe. Et Ah, donc c'est pas que en super matériaux, il y a intéressant. vraiment toutes les spécialités. Et voilà, donc du coup, comme première expérience dans le spatial, c'était vraiment bien. Enfin, et, euh, et D'ailleurs, en fait, j'invite les gens sur le chat à regarder le site de l'ESA sur Spaceship UAC parce qu'il y a sûrement des opportunités qui doivent ouvrir pour l'année prochaine, sûrement, ou un peu chaque année, quoi. Donc, n'hésitez pas à regarder si vous êtes en fin de master, à vous renseigner sur cette initiative parce que justement, c'est très varié. Il n'y a pas besoin forcément d'être ingénieur spatial comme le démontre Alexandre. et voilà, et du coup, c'est comme ça qu'en fait, donc en Russie, je faisais voilà, des revêtements pour des outils de découpe pour qu'ils résistent à haute température. Bah, je suis passé de ça à bah, commencer à travailler sur le matériau lunaire. Euh, et c'était un projet du coup de frittage solaire de sol lunaire. Donc je vais en parler un peu plus après. Mhm. Euh, mais, euh, mais voilà, du coup, c'est comme ça que je suis rentré dans le spatial. Et du coup, après ces 6 mois, donc en fait, le centre de l'EAC, c'est au même endroit que le DLR, que l'Agence spatiale allemande. Donc c'est le même campus, en fait, c'est un grand campus de peut-être 1000 personnes qui y travaillent. En Mhm. fait, l'EAC, c'est un bâtiment sur le campus. Et du coup, là-bas, j'ai eu pas mal de contacts avec des gens du DLR, de l'Agence spatiale allemande, qui m'ont proposé de continuer en doctorat sur le projet que je faisais pendant mon stage, sur un projet ESA, donc ce serait du coup un doctorat financé par l'ESA, mais le DLR serait euh, mon hôte, on va dire. Ouais. Et puis, Et donc, ça s'est fait. T'as fait une thèse, du coup, au DLR.
C'est ça. Du coup, voilà, donc j'étais en lien avec l'université à Aix-la-Chapelle, mais j'y ai mis les pieds en fait que pour ma défense, dans le sens où là, c'était, j'étais basé au DLR, quoi. Donc c'était bien, comme ça, j'étais toujours en contact avec les gens de l'EAC. Ça me permettait de voir aussi comment fonctionnait l'agence allemande. Euh, et puis, du coup, d'avoir un super PhD que je présente derrière, quoi. Donc, c'était, ça cochait toutes les cases. Et entre la Russie, la DLR et maintenant les Pays-Bas, ça fait longtemps que t'as pas vécu en France, du coup. Bah, du coup, ouais, ça commence à faire un moment parce que j'ai enchaîné. En fait, il y a pas vraiment une pause. Du coup, j'ai fait 1 an et demi en Russie. Avec le stage et le doctorat, j'ai fait 4 ans en Allemagne. Et puis là, ça fait 2 ans que je suis aux Pays-Bas. Hmm. Donc, Ah, ça fait bah, déjà ça 2 ans que t'es à l'ESTEC, là? ouais, du coup, là, je finis mon. Enfin, ça fera 2 ans. Bah, ça fait exactement 2 ans aujourd'hui, en fait. Ah ouais? J'ai Ah, commencé c'est le 1er marrant. juillet en C'est marrant. 2018. Donc, Mais attends, donc le poste de Research Fellow, donc postdoc à l'ESA, c'est 2 ans ou 3 ans? c'est 2 ans avec une année d'extension possible. D'accord. Que du coup, j'ai eu, et comme ça, je peux rester encore 1 an. Ok, très bien. Voilà, on a fait. Et Et du du coup, à l'ESTEC, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu fais? voilà, en fait, une fois, donc, on va dire sur le au DLR après, du coup, mon doctorat, ma spécialité était bien concentrée sur l'ISRU, donc sur l'utilisation des ressources spatiales, mais dans l'aspect très construction. Et je voulais vraiment me diversifier et passer plutôt sur l'aspect production d'oxygène. Et c'est ça que j'ai cherché à faire pendant mon doctorat ici, enfin, ce que je fais. Du coup, c'est comment extraire l'oxygène du sol lunaire pour toutes les problématiques qu'on va discuter ensuite. Mhm. Euh, et voilà, du coup, c'est maintenant, ça me permet d'avoir une expertise, on va dire, dans 2 domaines. Et c'est ça que je cherchais pour pas être trop enfermé non plus dans l'aspect que construction et ISRU, Mhm. mais aussi avoir une visibilité sur un peu tout ce qui se fait, ou sur les deux, au moins les deux gros blocs de l'ISRU, quoi. Ouais. Et en Europe, moi j'étais agréablement surpris que l'ESA avait enfin, vraiment dans ses locaux des gens qui travaillaient sur ces notions-là, en laboratoire, vraiment qui testaient le truc. En Europe, il y a beaucoup d'instituts qui travaillent sur l'ISRU. Bah, du coup, en fait, voilà, je comptais en parler un peu vers la fin, Ah mais on d'accord, peut en ok. parler maintenant. Non, non, mais il y a pas d'ordre particulier, mais c'est juste. Donc, on en est toujours très peu à travailler, c'est toujours un milieu un peu niche. Par contre, c'est en train de se développer pas mal, euh, dans le sens où, enfin, en industrie, on commence à rechercher des gens qui travaillent dans ce milieu-là, ou avec cette expertise, on va dire, voilà, matériaux lunaires, c'est pas quelque chose qui est très commun encore. Et aussi, il y a un petit pays qui fait beaucoup de bruit en ce moment en Israël, c'est Luxembourg, Hmm. où ils sont en train de mettre en place un centre de recherche spécialisé enfin, en space resources, donc en utilisation des ressources spatiales. Ouais. Donc c'est pas que Lune, c'est Lune, Mars, astéroïdes. Et c'est pas d'ailleurs, je dis centre de recherche, mais ça s'arrête pas à ça. Il y a aussi tout un aspect économique qu'ils veulent mettre en place. Et du coup, le centre sera prêt. Ouais, bah, j'ai pas la date, hein, mais dans 1 ou 2 ans, on va dire. Donc, mais ce Hmm. sera il prévoit d'avoir voilà, un centre dédié à ça, et ça c'est très très nouveau quand même dans le monde, même aux États-Unis, il n'y a pas de centre vraiment encore dédié à ça. Il y a il y a le Colorado School of Mine, donc l'école de mine du Colorado, qui a ouvert un master spécialisé en utilisation des ressources spatiales. Ouais, j'en ai entendu parler de ça. Mais c'était il y a 2 ans, quoi, c'est très récent, quoi. Hmm. C'est marrant, hein, c'est l'école donc des mines, donc vraiment pour apprendre à miner le sol, enfin qui cherche des trucs sur la Lune, c'est rigolo. C'est ça. Il faudra encore Donc voilà. quelques années avant de pouvoir acheter du régolithe lunaire pour son imprimante 3D au rayon matériaux de magasin de bricolage. Oui. Je- Exactement, mais je pense on y travaille quoi. On y travaille, Apparemment en Europe exactement. on y travaille. Mais si vous voulez, enfin, bon, pareil, je vais revenir après, mais tout ce qu'on utilise, c'est du simulant lunaire et ça se vend, donc c'est du matériau qui a presque les mêmes propriétés que le sol lunaire et ça se vend à 20 euros le kilo à peu près. Donc Si vous si voulez vous amuser. vous en voulez voilà, avoir 1 kilo de régolithe chez vous, c'est c'est possible. Très bien. Bah, écoute, super, on a fait une bonne vue d'ensemble du parcours. Je pense qu'on peut continuer. Bien. Alors du coup, bon, je pense que ta communauté est déjà au courant un peu des conditions lunaires, mais c'était juste pour rappeler un peu voilà, la logique derrière la base de l'ISRU. Donc, c'est que voilà, les conditions de vie sur la Lune, elles sont pas, disons, très hospitalières, dans le sens où à l'équateur, on a des températures qui avoisinent entre 130 degrés jusqu'à moins 110.
Si on va au pôle, on peut aller jusqu'à moins 200, moins 240. Donc voilà, de base, c'est ça. La surface, elle est couverte de cette poussière qu'on appelle régolithe. Donc je vais utiliser ce mot-là pas mal, je pense, pendant cette présentation. Donc cette régolithe, en fait, c'est un peu ce qu'on trouve dans les régions volcaniques sur Terre. Donc c'est du basalte. Sauf que à cause du bombardement constant des micrométéorites, en fait, on se retrouve à avoir un sol extrêmement fin, quoi. Il n'y a pas de procédé qui permettrait d'enlever par sédimentation, etc., de pas avoir Il n'y a pas d'érosion, quoi. Pas d'érosion, voilà, merci, c'est ça que je cherchais. Et pas de vent, du coup, donc pas d'érosion. Et on a des particules, du coup, très fines et qui s'infiltrent partout, en fait. Et du coup, c'est pas très commode non plus de travailler dans ce milieu-là. On a des radiations, on n'est pas dans le bouclier thermique magnétique de la Terre. Donc du coup, on est exposé à tout ce qui est galactique cosmic ray, donc on va dire toutes les radiations qui viennent de l'espace de manière générale, plus tout ce qui est vent solaire. Donc des fois, il y a ce qu'on appelle des solar particle events, donc on va dire des déjections de particules qui viennent du Soleil, dans lesquelles il faut se protéger, et on ne se protège pas de la même manière que des galactiques cosmic ray. Et puis enfin, les météorites qui restent quand même peut-être ce à quoi on pense le plus, alors que ça reste on va dire un problème mineur par rapport aux radiations. Mais il faut en être conscient qu'il y a des micrométéorites qui traversent l'espace et qui elles peuvent impacter la Lune, et même si elles font que quelques millimètres ou centimètres de diamètre, elles peuvent se révéler très dangereuses si jamais... Elles ne sont pas freinées, il n'y a pas d'atmosphère, donc elles impactent à pleine vitesse sur la Lune. C'est ça. Ok. Donc voilà, vivre dans cet environnement-là, pour l'instant, au niveau des habitats, on part sur des structures plutôt gonflables. Donc il y a une vidéo de l'ESA, je pense, celle dont j'ai pris la capture en bas à gauche, qui est assez connue, je pense, et où on emmène un habitat, une sorte d'airlock, en fait, une structure solide, et il va se développer une structure gonflable. Il y avait ça aussi sur l'ISS, il y a la compagnie aérienne Bigelow qui fait ça aussi, donc on peut faire dans l'espace, c'est pas que sur la Lune. Et l'idée, c'est que une fois qu'on a cette structure gonflable, on peut l'aménager, tout ça, mais il faut bien la protéger, parce que tous les matériaux, c'est censé être une structure légère qui est peu chère à envoyer, ou moins chère qu'une construction très très solide, mais qu'il va falloir protéger contre les radiations et les météorites. Et pour les radiations, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de matériaux magiques. C'est plutôt, si on veut l'épaisseur la plus fine, je pense que c'est tout le matériau base d'hydrogène. Donc l'eau, par exemple, est un très bon isolant pour les radiations. Mais après, il y a tous les aspects thermiques. Avoir de l'eau liquide autour de ta structure, ça apporte plein de complexité. Donc il y a une idée, c'est de peut-être apporter du matériau qui est gratuit. Enfin, ne pas apporter, du coup, d'utiliser du matériau qui est gratuit. Ce serait donc je vais y venir après. Donc, même si c'est pas le plus optimisé des matériaux pour protéger des radiations, en termes de protection par millimètre d'épaisseur, disons, le fait que ce soit disponible et quasi limité, du coup, ça le rend tout à fait viable. Ça le rend très intéressant et viable, voilà, exactement. Sinon, une autre solution pour vivre sur la Lune, c'est de vivre sous terre. Donc il y a ce qu'on appelle les lavatubes. Je traduis ça en tunnel de lave lunaire souterrain. Je ne sais pas si c'est la traduction officielle de lavatube. Bon, c'est tunnel de lave, c'est ça. Tunnel de lave. Donc l'idée, c'est que quand il y avait une activité volcanique sur la Lune, quand la lave s'est rétractée, ça a laissé derrière un couloir qui est potentiellement habitable. Donc je ne sais pas si vous connaissez la série Mars, où justement ils vont vivre dans un lavatube, et ça représente bien l'idée d'un lavatube. Donc sur Terre il y en a aussi, mais ils sont assez, on va dire, c'est pas on imagine des kilomètres de murs, de couloirs, enfin de tuyaux, on va dire, alors qu'en fait c'est plutôt des choses très étroites et sont écroulées à par endroits, etc. Sur la Lune, on ne sait pas trop comment c'est à l'intérieur. On a la visité de quelques entrées comme là sur la photo. Mais au final, on ne sait pas trop comment c'est à l'intérieur.
ça pose plein de problèmes de comment y accéder, communication. Après, une fois ce que que j'allais dire, parce que là, on sait pas trop. Il doit y avoir genre peut-être 10 ou 15 mètres de profondeur. Comment est-ce qu'on descend là-dedans Exactement. Donc, voilà. Du coup, c'est une option qui existe, mais pour laquelle on travaille peu en ce moment, puisqu'on n'a pas la technologie ni le savoir pour vivre dans ces lavatubes qui, en principe, dû à la gravité réduite, sont potentiellement très très larges ou beaucoup plus larges que ceux qu'on trouve sur Terre. Mais c'est intéressant parce que potentiellement, si on a une base sur la surface, on pourrait aller explorer justement ces lavatubes. Ce serait intéressant. Bah, exactement, ça fait partie de l'exploration lunaire, enfin, un des intérêts pour essayer de comprendre aussi voilà, les phénomènes de formation. Ce serait d'aller en explorer un, même sans y habiter, au moins explorer un lavatube, ce serait vraiment intéressant. Alors, il y a Thibaut qui nous demande quelle serait la masse par mètre carré considérée comme suffisante pour protéger des radiations sur une longue période. Je ne sais pas si on parle de masse ou plutôt d'épaisseur. Non, plutôt on parle de masse, donc, l'unité, c'est souvent ouais, en grammes par centimètre carré. D'accord. Parce que ça dépend de la densité et de l'épaisseur. Donc du coup, au final, l'unité, ce sera voilà, la masse par mètre carré. Donc la réponse, c'est ça dépend, dans le sens où si on parle que de régolithes et rien d'autre, ça dépend voilà, à quel point ta régolithe est dense. Si on va dire tu la tasses pas, tu fais juste un tas de régolithes, je dirais qu'il en faut au moins 2 mètres pour être tranquille. Après, tout dépend aussi de la durée de la mission. Parce que comment tu fais parce que ta dose, elle se calcule sur ta durée de la mission. Donc si tu restes que 15 jours, peut-être que tu n'as même pas besoin du tout. Tu n'as même pas de souci, voilà. Parce que même les vents solaires, je crois qu'on peut les prévoir maintenant. Donc en principe, non, pour 15 jours, même un mois, je pense que tu es tranquille. Enfin, tu es tranquille. Tu n'as pas besoin d'une manière vitale d'avoir cette... tu ne seras pas au-dessus des doses limites qui existent. Mais au-delà de ça, il faut se protéger les astronautes. Et puis, et voilà. Du coup, bon, 2 mètres, on va dire, c'est la valeur qui revient assez souvent. Ou pour la régolithe classique, pas tassée, juste, voilà. Mais 2 mètres, ça commence un mur de 2 mètres, ça commence à faire épais quand même. Et c'est pas forcément facile à mettre en place, quoi. Ah, il y a des questions intéressantes sur le chat, je vois passer. Et des briques de régolithe. Bah voilà, donc les briques, on va y arriver. On va y arriver, Sandrine, on va y arriver. Et donc, du coup, là, je vois une question sur l'ISS, mais du coup, l'ISS, comme c'est dans la protection magnétique de la Terre, il y a besoin, en théorie, de moins de shielding, de protection contre la radiation. Tout à fait. Très bien. Bon. Donc, du coup, maintenant, on arrive à qu'est-ce qu'on peut utiliser sur la Lune pour essayer d'avoir pour nous aider, on va dire, à vivre dans ces modules gonflables, quoi. Donc, bien sûr, il y a le Soleil qui ne sera pas sur cette slide, mais qui est là, à peu près la même irradiation qu'on a sur Terre, on a la même distance du Soleil, sans les nuages et sans l'atmosphère, donc un peu mieux même. La régolithe, sauf que la régolithe, en fait, donc ce basalte, c'est pas que de la poussière, c'est surtout de l'oxygène et des métaux, en fait. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est que c'est des oxygènes et des métaux liés avec des liaisons très solides dans les minéraux. Et du ciment de régolithe. Ouais, on va y venir aussi. On va y venir. Et du coup aussi, maintenant je pense que presque tout le monde est au courant que le bleu sur l'image, là, c'est du coup donc de l'eau qu'on pense avoir trouvée au pôle Nord et pôle Sud. Et sauf que cette eau, en fait, on a encore des doutes sur vraiment sa nature. Est-ce que c'est des petits blocs de glace? Est-ce que c'est des paillettes de glace partout? Quelle est la concentration? Exactement. Est-ce que c'est vraiment que superficiel? Est-ce qu'il y en a aussi en profondeur? On a vraiment plein de données qui nous manquent parce que juste avec les données satellites, on peut détecter qu'il y a un composant qui donne de grosses indications que c'est de l'eau, mais il n'y a pas encore ce qu'on appelle la grande trousse, donc la preuve du terrain qu'il y a de l'eau sur la Lune. Bérengère en a parlé la semaine dernière déjà, mais je vais y revenir un petit peu aussi dans la présentation. Tout à fait. C'est vrai que Bérengère nous avait fait une présentation du coup aussi sur le pôle sud lunaire et les... Ah, exactement, c'est son sujet. Donc c'est cool parce que j'avais dit aussi la semaine dernière que ta présentation était vachement complémentaire de celle de Bérengère, donc on va répondre à pas mal de questions.
Et du coup, parce qu'en fait, l'eau, ouais, enfin, on pense, voilà, bon, ça permet aux astronautes de boire, certes, mais c'est surtout en fait du rocket propel, hein, du fuel de fusée, quoi. Ouais, Donc, si on sépare l'eau entre l'hydrogène et l'oxygène, à l'état liquide, c'est du carburant de fusée. Donc, du coup, c'est vraiment, on va dire, un élément clé pour avoir une exploration spatiale viable, dans le sens où, bah, si on peut faire le plein de sa fusée autour de la Lune ou même sur la Lune, ça changera complètement la donne. Donc, complètement, ouais. C'est complètement ça. C'est comme partir en voyage avec sa voiture électrique, avec soit une seule grosse batterie pour faire l'aller-retour, ou une petite batterie rechargée à une station et ensuite revenir, quoi. exactement. Non, mais c'est exactement ça. Et voilà. Et en fait, même si là, on voit, même s'il y a, on va dire, même s'il n'y a pas d'eau, euh, juste l'oxygène en lui-même, c'est l'élément le plus lourd du carburant. Du coup, même si on peut extraire que l'oxygène de la régolithe et qu'il n'y a pas d'eau, il peut y avoir un système viable où on n'amènerait que l'hydrogène avec soi, qui est Mhm. l'élément le plus léger. Plus Et léger, mais beaucoup plus volumineux. Donc ça, c'est aussi un challenge, hein. Mais oui. ça c'est ton domaine, c'est du thermique. Après, c'est Ah, non, mais c'est pas que du thermique, mais enfin, en termes de volume de lancement, c'est l'oxygène qui est, tu vois, parce que du coup, tu as un gros réservoir, tu as des grosses masses à contrôler en orbite, enfin, c'est compliqué. Mais bon, à mon avis, c'est faisable, tu vois, mais bon. j'ai pas dit que que c'était facile, mais disons que voilà, d'un point de vue juste, on va dire, stoichiométrique et juste à rapporter ce qui manque, Ouais, ouais. voilà, rapporter que l'hydrogène, ça aiderait, on va dire. Hmm. Et puis les métaux pour tout ce qui est construction, mais on va y venir aussi. Et du coup, on arrive enfin au cœur du sujet, qui est donc l'ISRU, on en a déjà parlé, donc ça veut dire en In Situ Resource Utilization. Ça se prononce ISRU, 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 il y a toutes les prononciations possibles. Mais On a fait je pense que c'est vraiment clé à retenir ce terme-là, parce qu'on va en entendre parler pendant les 10, 20, 30 prochaines années, hein, à mon avis. Bah, du coup, voilà, on a même fait ce logo à l'ESA euh, du coup, qui montre, on va dire, bon, la Lune, même si ça peut être n'importe quel corps céleste. Et puis autour, il y a tous les éléments clés de l'ISRU. Donc, en rouge, c'est le fuel. En bleu, l'eau. Après, en orange, il y a les métaux, l'oxygène. Et le vert, c'est la construction, dans le sens on peut juste utiliser la rigolite pour la construction. Hmm. Très bien. Euh, voilà. Et là, du coup, pour revenir à la protection dont on parlait pour les habitats, c'est vrai que là, on a ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, c'est une multitude on va dire, voilà, de transformations de régolithes, donc de sol lunaire, avec différents composés, avec des additifs, sans additifs. Donc, si vous pouvez voir en souris, je peux voir sur le. Ouais, on voit ta souris, ouais. Voilà, il y a un petit retard, mais du coup, vous pouvez voir. Donc, du coup, en haut à gauche, c'est ce qu'a fait l'ESA on va dire, avant qu'on reparle d'ISRU vraiment. Donc l'ISRU, ça fait un moment qu'on en parle, que les États-Unis en parlent, même au niveau même au temps d'Apollo, on en parlait, enfin on n'appelait pas ça l'ISRU, mais J'ai cru que t'avais dit autant de Napoléon. non, non, je ne crois pas. Mais au temps d'Apollo, on parlait d'ISRU. Mais du coup, à l'ESA, on va dire, donc il y a eu des hauts et des bas. Mais à l'ESA, du coup, c'est en 2012 qu'il y a eu vraiment la première démonstration qu'on pouvait faire quelque chose avec du sol lunaire. C'était une étude faite par Tech, pas vraiment par le directorat d'exploration du tout. Euh, et en fait, ils ont imprimé ce bloc que enfin, les gens de l'ESTEC ont dû le voir, et dans le Rainbow Corridor, qui est un bloc qui fait à peu près Il est massif, 1,50 m hein. Ouais. et 1,50 m par 1,50 m d'épaisseur, quoi. Il est gros. Il est massif, hein, il fait la taille d'un bureau, quoi, en longueur, et puis en épaisseur, il doit bien faire 1,50 m, ouais. Un truc comme ça. Ouais, voilà, tu le fais très bien. Non, Non, il est gros. Il est vraiment gros, le truc. il est vraiment gros. Et du coup, ça, c'était voilà, enfin, c'est un peu ce qui a, on va dire, réveillé l'Europe je pense, sur l'ISRU, dans le sens où c'était vraiment une initiative un peu de quelques personnes à l'ESA, et puis avec voilà, une entreprise en Italie, deux entreprises en Angleterre, et voilà, on a vu qu'on pouvait construire quelque chose, c'est concret, voilà, ça existe. Et en Mhm. fait, ils ont utilisé une technique d'impression 3D où ils ont juste remplacé le matériau de construction qui est souvent du sable ou du gravier
Ils ont juste remplacé par du simulant lunaire et voir ce que ça donnait, quoi, en gros. Et c'est ça que ça. Enfin, du coup, ils ont fait ça bien avec une structure en nid d'abeille, etc., pour économiser le binder. Hmm. Donc, le binder, c'est cette colle qui est utilisée ici pour souder les grains de régolithe ensemble. D'accord. Donc, voilà, c'était la première démonstration on va dire, en Europe de construction pour la Lune. Mais est-ce que Et c'est directement applicable comme procédé? Est-ce que ça requiert quand même pas beaucoup d'eau, de choses déjà préexistantes, non? alors, du coup, voilà, donc ce procédé, au-delà de l'aspect démonstration, il reste, au niveau application, il reste assez limité dans le sens où il faut quand même amener beaucoup de binders. J'ai plus la proportion en tête, mais je vais dire au moins 30% de colle euh, avec, euh, avec la règle. Enfin, donc il faut pas 30% de colle, et une fois on utilise la règle sur place, mais on va dire quand même c'est pas un très bon ratio pour que ce soit vraiment viable sur le long terme. Et, mais du coup, c'est une technique qui est quand même assez facile dans le sens où euh, c'est juste utiliser une technique qu'on a sur Terre. Hmm. On a juste mis du sol lunaire à la place du sable terrestre Ouais. et on a obtenu un résultat qui marche. Enfin, vraiment, voilà. C'est peut-être pas le plus économique, le plus viable, mais Hmm. euh, voilà, Non, c'est vraiment là. Et la brique, le ciment lunaire, là, vraiment. voilà, du coup, voilà. Donc Hmm. ça, en plus, il y a cette couleur blanchâtre qui vient de la colle, justement, qui donne vraiment l'aspect ciment. Euh, voilà. Mais au moins, ça montre, on va dire, c'était la première brique, on va dire, de l'ISRU, on va dire, à l'ESA, je dirais, où euh, ça a vraiment, voilà, euh, attisé beaucoup d'intérêt. Mhm. Et, euh, et après ça, il y a eu d'autres études qui se sont faites avec la même technologie, donc avec aussi l'idée de mélanger de la régolithe à une sorte de colle. Donc le col, ça peut être. Donc là, l'image en dessous, c'est donc à une échelle plus petite, mais donc ça a été fait aussi à une étude de l'ESA avec une entreprise qui s'appelle Photech, et ils ont mélangé la régolithe avec, il me semble, de l'acide sulfurique et peut-être autre chose qui a fait que ça donne cet aspect pâte qu'on peut Ok. imprimer en 3D. Hmm. euh, comme une imprimante 3D classique, enfin, du coup, une imprimante 3D de bureau où on va fondre du plastique pour faire des couches par couche. Là, ce sera pareil, mais avec une pâte faite de régolithe et il me semble que c'était de l'acide sulfurique. Voilà. À vérifier, mais voilà, une sorte de réactant qui permet d'avoir une pâte à la fin. Ok. Et, et après, en échelle, donc toujours dans la même technologie, enfin, même type de technologie, il y a ce qu'il y a en bas, les toutes petites pièces avec la très très haute résolution, donc de lithos. Donc ça a été fait par ce qu'on appelle la stéréolithographie. Donc là, on mélange la régolithe dans une résine et je crois qu'on arrive à. Donc là, ils ont dû tamiser la régolithe pour avoir que les particules les plus fines, il me semble. Ah. Mais ils ont après réussi à avoir quand même un ratio de, de colle, donc résine, très faible par rapport à ce qui pouvait se faire dans la première étude. Hmm. Donc ils utilisent au maximum la régolithe plutôt que de C'est résine, quoi. ça. Hmm. Et ils arrivent à avoir une résolution quand même de malade. Et donc la stéréotographie, en fait, c'est quand on a donc on a un bain de résine, on a un laser qui va juste polymériser aux endroits où on veut la pièce se solidifie. Euh, et du coup, toutes les pièces sont imprimées à l'envers, en fait. Et on va faire couche par couche, on va juste euh, envoyer le Ah, laser là où on veut polymériser la résine. d'accord. Et ça va se faire comme ça. C'est un peu le même principe de l'impression 3D métallique. Où on chauffe couche par couche, je sais plus comment ça marche, mais je crois que c'est couche par couche aussi. Et puis tu as de la poudre qui est chauffée très fort et du coup en fondant, elle se fige sur la couche supérieure. Bah ça, on va y venir. Ça sera plutôt la même technique qui a été utilisée ici avec les petits engrenages. Mais ici, c'est vraiment différent dans le sens où il n'y a pas de poudre il y a pas de poudre qui, enfin, il n'y a pas de poudre en fait. C'est une résine avec de la poudre dedans. Ah, Et, d'accord, ok. et voilà, c'est plutôt une sorte de pâte du coup aussi. Donc c'est un peu différent de ce que tu décris, où, où c'est un bain de poudre et on va rajouter une couche par-dessus. C'est ça. Alors que là, en fait, tu es dans un bain de résine et tu vas monter ta plateforme euh, pour que justement il y ait de la résine qui se remette là où tu avais déjà Ah, d'accord, ok. polymérisé.
et ainsi de suite. Tu vas pouvoir durcir couche par couche, mais tu es toujours dans ton bain de résine jusqu'au bout, quoi. Intéressant. Il y a Jex qui nous demande, donc on va y venir, je pense. Tu vas expliquer un peu plus les simulants de régolithe et comment la vraie régolithe est composée et comment est-ce qu'on essaye de l'adapter sur Terre avec nos simulants. Tu vas en parler un peu plus après. Je vais en parler un peu plus après, mais on peut aborder le sujet là, c'est intéressant. Parce qu'au final, donc faut savoir que la vraie régolithe donc, de la Lune, il y a à peu près 350 kilos qui ont été ramenés des missions Apollo. Quelques kilos, je crois, des missions russes avec leur lander, leur atterrisseur et leur Retour d'échantillon. retour d'échantillon, merci. Et au final, en Europe, on n'a pas d'échantillon qui nous appartient. Et même si on était aux États-Unis, on ne peut pas utiliser 50 kilos de régolithe du stock d'Apollo pour faire une démonstration que ça marche. Donc, dans tous les cas, en mission, on est toujours assez limité au niveau de l'échelle à laquelle on peut faire les choses. Donc, parce que, et en plus, tous ces tests-là, c'est destructif. Donc, demander des échantillons d'Apollo dans le milieu de la science, ça se fait. On peut envoyer une demande à la NASA, où il y a une partie de la NASA qui s'occupe de ça. Et ils peuvent nous envoyer 1, 2 grammes. Souvent, c'est déjà des grosses quantités. Et ce que tu fais, c'est que tu étudies les échantillons et après, tu dois les renvoyer à la NASA, parce qu'ils gardent contrôle de tous les échantillons et puis ils gardent trace aussi de ce qui a été utilisé, pourquoi, etc. D'accord. Donc, et pour l'ISRU, c'est très rare d'avoir un échantillon qui peut être utilisé pour des fins ISRU, quoi, un vrai échantillon de Lune. Parce qu'il est détruit, quoi. Parce qu'il est détruit, tu mélanges à la colle, tu le chauffes. Mais vu l'intérêt de l'ISRU, on n'a jamais, même la NASA ne s'est pas penchée sur la question, même pour faire, je sais pas, 10 grammes, je sais pas si c'est faisable, mais... C'est ça, parce que même si on peut faire quelque chose de très petit, pour l'instant, il n'y a pas eu le push pour vraiment faire ça avec de la vraie régolithe. Pour l'instant, on essaie vraiment d'essayer différentes technologies. J'ai continué après sur ma liste, mais bien sûr, il arrivera un moment où on aura besoin de vraies régolithes. Donc, ou bien on fera une démonstration directement sur la Lune, ou bien on essaiera de négocier pour avoir un gros échantillon. Mais en principe, aussi tous ces procédés-là, ils sont, on va dire, c'est pas les plus sensibles au changement de... Enfin, pas tous, on va dire, ils sont pas tous très sensibles au changement de matériaux qu'il pourrait y avoir avec entre le simulant et le vrai matériau lunaire. Ce qui fait que il y a quand même une forte garantie que tout ce qu'on fait là, tout ce qui se mélange, on va dire, tous les procédés à base de colle, en principe, c'est des procédés terrestres. On a juste remplacé le gravier ou ça part du basalte, du sol du volcan. Donc, et au final, on remplacerait par le sol lunaire. On aurait des propriétés très similaires. D'accord. C'est pas le meilleur matériau forcément pour construire des bâtiments comme on ferait sur Terre. Mais le procédé est vérifié et testé, quoi. Voilà. Et voilà. Du coup, il n'y a pas vraiment le besoin réel d'avoir des échantillons de gaspiller, on va dire, des échantillons de la Lune pour ce genre de recherche. Voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui est, on va dire, la partie 3 images de gauche. Ensuite, du coup, il y a la NASA qui s'est remis à faire beaucoup de choses. Donc Swampworks, c'est un centre Kennedy Space Center, et ils travaillent beaucoup sur l'ISRU maintenant, où ils ont une sorte de gros bac à sable, ils ont un rover pour creuser, etc. Ils ont vraiment des grosses capacités, et ils ont un bras robotisé comme on voit dans les entreprises automobiles, avec une tête d'impression 3D, et ils peuvent avoir des trucs assez larges, avec une technique similaire à ce qui est présenté là. C'est pas forcément la même colle, mais au final, le principe est le même. Tu prends un procédé qui existe, tu remplaces juste ta régolithe par ton matériau terrestre par la régolithe, en fait. Et je crois qu'il y avait une question à propos de faire du béton avec de la régolithe ou du ciment. Et en fait, on peut faire du béton avec de la régolithe. Il y a déjà eu des études. Je ne l'ai pas présenté sur cette chaîne parce que c'était des études qui datent un peu maintenant. Mais en fait, tu peux amener du ciment, de l'eau, et c'est là que ça pose problème. Et même juste de la vapeur d'eau, et tu peux faire du béton avec de la régolithe, du ciment et de l'eau. D'autant plus intéressant de trouver de l'eau, du coup, au pôle sud.
Mais après, voilà, le problème du bibéton, c'est qu'il faut que ça sèche, faut que ça cure, donc il faut que ça sèche longtemps pour que ça Du coup, durcisse, etc. c'est une bonne question que le geek nous donne là. C'est est-ce que ces essais sont réalisés sous atmosphère ou en chambre à vide? Parce que sur la Lune, du coup, il y aura le vide. Si tu testes tes procédés sous atmosphère, tu risques d'avoir des comportements différents sous vide. Complètement, donc c'est très intéressant parce qu'au final, donc après, je vais y venir justement à la question la question qu'on appelle le TRL, le niveau de technologie dans les technologies, pour toutes les technologies spatiales et même technologies terrestres, il me semble. Dans le spatial, il y a il y a une barre au qu'on appelle donc le niveau atteint niveau 4. Et tout ce qui est avant 4, c'est laboratoire, c'est ce qui est sur Terre. C'est Et sur pour 9, avoir le hein. niveau. C'est de 0 à 9. Pardon, c'est le 0 à 9, ouais, merci de préciser. Du coup, je vais y venir après, mais de 0, on va dire, de 0 à 3, c'était au labo, tu fais évoluer ton idée, tu commences à avoir un petit setup dans ton labo. Euh, TRL4, tu commences à avoir un truc assez conséquent. Tout ce qui est présenté ici, on va dire que c'est TRL4. Et pour avoir le niveau 5, il faut être dans un milieu représentatif. Et du coup, pour être représentatif sur la Lune, d'abord, le principal élément, c'est le vide. Et ces technologies n'ont pas encore été testées sous vide pour la plupart, simplement parce que ça demande un niveau d'investissement, on va dire et d'installation complètement différent. Et d'abord, faut montrer que ça marche jusqu'au sous air Hmm. avant de passer l'étape, on se dit ok, c'est une technologie qui semble vraiment intéressante, Ok. et on passe l'étape pour aller au TRL 5 du coup, et après, et ainsi de suite. Oui, parce que Et, alors, Nicolas nous fait préciser, est-ce que sous environnement représentatif, ça veut dire aussi sous gravité réduite? Et voilà, donc du coup, c'est là, donc, selon les procédés et selon les technologies, le TRL va pas être ajusté de la même manière, dans le sens où il y a des technologies où peut-être que le vide n'aura aucun effet, mais la gravité en aura un conséquent. Là, pour ces technologies-là, la gravité, il y a eu déjà de la pression 3D en 0G, en microgravité, dans l'ISS, en vol parabolique. Euh, du coup, tout ce qui est gravité, pour ces procédés de construction, on Hmm. pense que c'est un impact quand même très très faible. Euh, et qui va pas changer fondamentalement le procédé. D'accord. Peut-être un paramètre, peut-être le- la, 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 on va dire la dureté ou la stabilité du matériau ne sera pas aussi excellente que sous gravité non terrestre, peut-être qu'elle sera mieux, mais globalement, les variations devraient être assez faibles pour qu'on puisse se dire, ok, si ça marche sous vide, on est déjà TRL5 et on peut passer à Hmm. TRL6-7 qui est proche du coup de l'échelle 9 où là ça marche sur la Lune. Il y a Farrell qui nous dit donc l'ISRU a l'air génial. J'ai l'impression que les procédés de production d'oxygène ou de frittage, on va y venir juste après, euh, coûtent cher en énergie. Est-ce que tu vas parler aussi des bilans énergétiques de ces procédés? J'ai pas fait de bilan énergétique. Alors du coup, donc l'aspect énergie, il est encore plus conséquent, j'allais dire, pour tout ce qui est l'aspect extraction d'oxygène. Là, au final, les procédés, c'est des procédés qui marchent à, on va dire, entre 20 et 200 degrés, donc des températures très, très légères. J'ai perdu la vidéo, je ne sais pas si... Moi, je peux la mettre si C'est tu bon. veux. Ok, non, c'est revenu, c'est bon. Ok. Euh, Du coup, au niveau énergétique, c'est les procédés que j'ai présentés jusqu'à présent sont assez légers. Là, on va arriver à la partie. Je vais finir avec tout ce qui est. Pour finir avec tout ce qui est liant, donc tout ce qui colle. Mhm. Donc, il y a en bas. Ouais, je ne sais pas si vous voyez la souris. Donc, les boudins imprimés en 3D ici, c'est ce qu'a fait l'Advanced Concept Team. Et c'est donc du sol lunaire donc simulant, mélangé avec de l'urine, enfin potentiellement l'urine d'astronaute, et un peu une forme un autre composé pour faire de la géopolymérisation. Ah oui, j'avais Donc, entendu parler de ça. Ça avait fait pas mal de bruit, ce truc-là. C'est en marrant. effet, oui, ils ont montré, voilà, c'est assez atypique, on va dire, mais, euh, mais ça marche. Et du coup, c'est comment, parce que euh, donc l'urine d'astronaute est bien sûr recyclée dans l'ISS, Mhm. mais on extrait l'eau et il y a toujours l'aspect uréa qui reste, elle. Et je ne sais pas si c'est réutilisé pour les plantes, etc. Je suis pas, je ne sais, enfin, je sais pas exactement tout ce qu'ils font. Donc voilà, l'urine ne sera pas recyclée. Donc il y a une partie de l'urine, si j'ai bien compris, qui ne sera pas recyclée.
et D'accord. qu'on pourrait réutiliser dans des processus de construction. Pour, donc c'est utile pour un super plasticizer, donc ça permet de réduire la quantité d'eau que tu as besoin pour faire ta géopolymérisation. Je ne connais pas tout le Super. détail du procédé, mais, euh, mais voilà, du coup c'était l'Advanced Concepting qui a publié des études là-dessus depuis un an, et c'est très intéressant. Si, si, alors du coup, l'urine sera recyclée, bien sûr, mais en fait, on peut pas la recycler à 100%. Et donc, il reste toujours des petits, je suppose, comme des sels ou des choses comme ça qui sont utilisées. Mais il doit y avoir une partie qui ne peut pas être recyclée, je pense. Et donc là, on arrive à l'aspect. Donc là, je vois une question, un commentaire sur l'aspect énergétique des imprimantes 3D. Et donc, mais là, voilà, avec faisceau laser. Donc toutes ces techniques-là, n'utilisent pas de laser. Euh, mais là, on arrive. Donc la partie de droite, c'est tout ce qui est utilisé juste avec de l'argolite pure. Donc pas de liant, Ok. juste, juste du sol lunaire qu'il faut agglomérer d'une certaine manière. Et pour ça, il faut apporter de l'énergie aux matériaux pour qu'ils fassent voilà, un procès de fritage. Je Mhm. viendrai un petit peu en détail après. Mais donc c'est ce qui est utilisé donc le fritage de poudre, c'est utilisé maintenant pour faire des pièces. Je crois qu'il y a SpaceX qui a fait voler le premier réacteur imprimé en 3D. J'ai cru voir passer cette info. Mhm. Et donc on imprime couche par couche donc on va dire donc en fritant, en fusant ensemble les grains. Ouais. euh, C'est le principe de de- l'imprimante 3D métallique qu'on disait tout à l'heure, quoi. Voilà. Exactement. Là, c'est Ouais. exactement le même principe. Tu remplaces juste ton. Je t'entends plus, mais Ah, tu m'entends plus? là, c'est bon, tu es revenu. Ah, ok. Mais voilà, mais on remplace juste le bain on va dire la poudre métallique par de l'argolite. Euh, et on peut imprimer, ça a été fait ça avec sa chapelle, des pièces. Donc c'est ces écrous par exemple voilà, qui sont juste une démonstration. Et donc ça c'est fait avec un laser. Le triangle en haut, c'est fait avec l'énergie solaire. On va y revenir après puisque c'est mon doctorat. Euh, Ensuite, ici, on a ce qu'on a, c'est du fritage classique. Tu mets ta régolite dans un bac et tu mets ça au four. Euh, Thermostat, on va dire, bon, faut que ce soit à peu près à 1100 degrés. Tu laisses ça 2 heures. Servi Et après, tu as une. chaud, avec C'est ça, un petit peu exactement. de persil. Eh ben, si tu veux. Et après, tu as une brique de régolite sur ton bureau et tout le monde te demande si c'est du gâteau. Mais, euh, mais voilà. Donc là, celle qui est orangeâtre, enfin ou marronasse, donc ça t'est imprimé sous air. Donc il y a une Hmm. partie du matériau de la régolite qui se réoxyde. Donc ce qu'on voit, c'est la couleur de la roue, tout simplement. Hmm. Et le bloc qui est noir, le petit cylindre, ça c'est imprimé sous vide. Donc quand on fait du fritage sous vide, donc on va dire comme sur la Lune, on aura quelque chose de plutôt noir. Donc, Ouais. Ah, c'est intéressant. et, et voilà. Et du coup, le dernier en bas à droite, c'est aussi du fritage, mais ça c'est fait du fritage par micro-ondes. Donc ça c'est ce qu'ils font au Spaceship ici en ce moment. Mhm. Euh, et en fait, le micro-ondes, c'est assez spécial puisque ça va chauffer de l'intérieur vers l'extérieur. Donc à l'intérieur, on va avoir une très très haute température qui souvent euh, fait qu'il y aura des composants du régolithe qui vont se libérer sous forme de gaz et c'est ce qui forme ces bulles. Et du coup, l'extérieur, par contre, va rester un peu poudreux puisqu'il sera voilà, on va dire mal frité. Et du coup, tout le challenge du fritage par micro-ondes, c'est comment contrôler justement et avoir une sorte d'échantillon homogène, puisque plus c'est chaud, plus ça absorbe les radiations, donc plus ça va augmenter en température. Et, euh, et c'est très difficile à contrôler pour l'instant, pour avoir des échantillons, on va dire, homogènes qui sont utilisables, ou même si on veut avoir une forme particulière. Donc il y a eu beaucoup de concepts d'impression 3D en micro-ondes, et on se rend compte que c'est pas si évident que ça du tout, et qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire sur ce procédé-là. Super intéressant, super intéressant. J'ai hâte de voir un peu plus de précision sur le fritage solaire justement parce que Euh, c'est ce que ouais, c'est ce que tu as, sur ce que tu as fait ton doctorat. Donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus. voilà, donc juste avant qu'on passe au fritage solaire, c'était juste pour montrer un peu, voilà, donc ça je pense que c'est à Swampwork, Ouais. si ça marche. Ah oui, donc il y a eu le NASA 3D Oh là là, Printing Challenge qu'ils ont fait impressionnant. qu'ils ont commencé il y a 3 ans, et puis, non, il y a peut-être plus que ça. Et il y avait d'ailleurs le Spaceship ici
qui a participé, qui a fini 3e avec le Lava Hive, une conception pour construction sur Mars. Et c'était la première partie de la sélection. Et après, il y a eu d'autres steps. Mais l'équipe de l'ESC, c'était l'équipe européenne, ils ne pouvaient malheureusement pas continuer. Mais ils avaient quand même fini 3e. Et du coup, ça, c'est les équipes qui ont continué, elles, donc des équipes américaines. Et ça vous donne une idée un peu de... Donc je sais pas si la vidéo est très fluide sur... C'est pas très fluide, mais on voit quelques trucs en stop motion. Voilà. Et du coup là c'est une impression avec résine, là, si je me trompe pas. Là, voilà, donc c'est vraiment impression avec résine. C'est un gros robot qui met des couches par couche. Et puis ensuite, je vais passer un petit peu. Donc voilà, ils mettent les fenêtres, etc. Ils essaient de mettre la fenêtre en haut, mais ça passe à travers. Elle est tombée, la fenêtre? Elle est tombée à travers, ouais. Mais bon, ils ont quand même gagné au final. Parce que leur structure, après, ils ont mis un coup de tractopelle dessus et elle a résisté alors il y a un petit retard, voilà. Et du coup, alors il y avait une autre structure avec un béton lunaire, donc là c'est un béton martien, pardon, parce que là on est sur la construction pour Mars, mais il n'y a pas de différence vraiment. Sur la Lune, ce serait pareil. Et l'idée, c'est que... Ah oui, là, elle est cassée. Voilà, du coup, après, donc, ce qu'ils se disent, c'est que après, ils peuvent recycler le matériau et le réutiliser pour une construction terrestre. Donc voilà, après, ils vendent la construction terrestre. Mais voilà, du coup, c'était juste une compétition de démonstration. Et c'est ce qui a été fait de plus, on va dire, de plus gros jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, donc l'aspect, on va dire, public, pour atteindre le public, etc., et ça a vraiment bien marché. L'aspect scientifique, est-ce qu'on sait ce qu'on va utiliser sur Mars? Je ne connais pas très bien leur procédé. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de développement à faire. Mais disons que faire des démonstrations, même sur Terre, de cette taille-là, c'est déjà plutôt pas mal quand même. Le coup de mètre carré. Du coup, si on continue sur l'aspect frittage, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, pour tout ce qui est frittage, au niveau de la construction et de l'échelle qu'on est capable de faire, on va voir qu'on est encore un cran en dessous de ce qui se fait avec du binder, avec de la colle. Tout simplement parce que là, c'est vraiment des procédés qui sont, on va dire, nouveaux, qui sont vraiment spécifiques aux matériaux. Et là, du coup, utiliser du vrai matériau lunaire au moment aura vraiment une importance. Mais voilà, du coup, je vais vous parler un petit peu plus de ma thèse qui était du coup sur comment imprimer en 3D le simulant de sol lunaire. Alors, juste avant, je vais faire un petit cut de vidéo.